Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire qui est organisé par la plateforme MRIP, Mobilisation des ressources intérieures publiques. Cette plateforme s'inscrit dans le cadre de la stratégie interministérielle française en vue d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures publiques dans les pays en développement. Et cette plateforme vise à alimenter la réflexion et les échanges autour des enjeux de la fiscalité et de la mobilisation des recettes. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui est d'échanger sur le thème assez nouveau des liens entre fiscalité et genre. En effet, des recherches récentes soulignent que les systèmes fiscaux contiennent des biais de genre, explicites ou implicites, quelle que soit la région du monde considérée. Ce que suggèrent ces recherches, c'est que l'identification et la prise en compte de ces biais par les décideurs politiques ou administrations fiscales contribueraient à rendre ces systèmes fiscaux plus équitables et pourraient impacter positivement l'économie, aussi bien dans les secteurs formels qu'informels. Cela étant dit, la question qui se pose alors, c'est bien de manière concrète, comment identifier ces biais de genre implicites et explicites dans les systèmes fiscaux? C'est bien de voir comment et quels sont ces impacts qui peuvent se poser par rapport à des inégalités sociales ou économiques qui sont déjà sous-jacentes. Et qu'une fois ces biais analysés, quelles peuvent être les actions des décideurs politiques, des administrations fiscales ou des partenaires au développement pour essayer de corriger ces inégalités. Alors nous tenterons aujourd'hui de répondre à ces différentes questions au travers des interventions prévues aujourd'hui. Alors nous essaierons de partir tout d'abord un petit peu de l'analyse de la recherche récente, de ce qui se fait au niveau des organisations internationales et de voir ce qui peut être mis en place de manière concrète pour répondre à ces enjeux. Alors pour cela, j'ai le plaisir de vous introduire nos 5 panélistes de très grande qualité qui interviendront aujourd'hui et dans cet ordre. Donc tout d'abord, nous aurons l'intervention de Madame Catherine Baer, qui est directrice adjointe au département des affaires fiscales du FMI. Nous présentera l'étude récente Gender and Revenue Administration Principles and Practices. Puis nous aurons l'intervention de Madame Michelle Harding, qui est économiste principale et chef de l'unité de données fiscales et de l'analyse statistique au Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, qui nous présentera les travaux récents de l'OCDE en matière de genre et fiscalité. Nous aurons ensuite l'intervention de Madame Vanessa Van den Bogart à l'ICTD, qui est chargée de recherche et responsable de projet, et qui nous fera une présentation aux fiscalité et genre avec un focus plus spécifique sur la question de l'économie informelle. Ensuite, nous aurons l'intervention de Mme Sophie Lambert, qui est analyste de programme budget sensible au genre à ONU Femmes, qui nous décrira un peu l'analyse genre sectorielle qui a été réalisée sur le système fiscal marocain. Et enfin, nous aurons l'intervention de Mme Eugénie Ribaud, qui est chargée de projet à Expertise France, qui fera la présentation des réflexions en cours sur la manière de prendre en compte les questions de genre dans les projets d'assistance technique dans le domaine de la fiscalité. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la grande chance d'avoir 5 panélistes aujourd'hui, ce qui pose quand même un enjeu en termes de maîtrise du temps et du timing. C'est pour cette raison que je vais demander à nos 5 panélistes d'être relativement concises et d'essayer de respecter un délai de 10 minutes maximum pour intervenir et faire leur présentation, pour garder le maximum de temps pour les questions. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la première intervention. Donc, Madame Catherine Baer, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, François. Si Thank you vous very, permettez, je vais présenter en thank you. anglais. Et vous avez ma présentation. Je ne sais pas si on va passer la présentation ou si je dois la montrer. Normalement, vous pouvez la partager et vous pouvez intervenir en anglais. Il y a un canal de traduction qui est ouvert d'interprétation en cliquant pour les gens qui nous écoutent sur interprétation, vous avez le canal pour avoir la traduction en français. Donc voilà, si vous pouvez partager avec avec le petit. Je vais le faire tout à Comme ça, vous aurez la fait. main. Vous voyez la présentation? Tout Oui, à on fait. la voit, oui. Elle n'est pas en plein écran, mais on la voit. Ah, je vais changer un peu. Ça va maintenant? Parfait. C'est parfait. Very, very good. Good afternoon, my dear colleagues. It is my pleasure to open this webinar. Bonjour à tous, toutes et tous. J'ai le grand plaisir d'ouvrir ce webinaire qui porte sur le genre et la fiscalité. Et sans plus tarder, je vais vous parler d'un sujet de genre qui fait l'objet de nos recherches
dans le cadre de nos activités pour promouvoir des capacités, le genre et les administrations fiscales. Et je vais mettre en exergue quelques-uns des points qui ressortent de la note technique. L'égalité femmes-hommes est très importante car cela permet d'autonomiser les femmes et les jeunes filles sur le plan économique et politique. Et dans la note, on met l'accent sur l'interaction entre le genre et les administrations fiscales. C'est un sujet qui est assez récent et d'ailleurs, nous sommes en train d'apprendre beaucoup. Je vais vous parler de la contribution des administrations fiscales à la réduction des inégalités femmes-hommes. Il faut avoir un prisme genre à l'administration de la réglementation fiscale et la facilitation des échanges. Et il faut également mettre en place un lieu de travail bien équilibré en termes de femmes-hommes. Donc, ce sont deux facettes de la contribution possible des administrations fiscales à l'égalité femmes-hommes. François l'a dit dans ses propos liminaires, l'égalité femmes-hommes permet de responsabiliser tous les citoyens sur le plan économique et social. Les principes fondateurs sont que tout le monde a le droit de ne pas faire l'objet de discrimination sur la base de son genre. Si on réduit l'écart entre les genres, cela permet également de promouvoir le développement économique et de réaliser des objectifs sociaux. J'aimerais revenir sur un point. Le FMI a mené des recherches il y a quelques années qui démontrent que si on réduit l'écart entre les femmes et les hommes, cela permet d'augmenter le PIB des pays de l'ordre de 35%. Il s'agit d'un gain majeur. Et mes collègues dans le domaine de la macroéconomie ont fait ces calculs. Un calcul qui repose sur le résultat de la réduction des écarts entre femmes et hommes. Et le FMI a bien pris note de ces résultats. Et suite à ces résultats, nous avons mis en place une stratégie pour l'intégration de l'égalité des genres dans toutes nos politiques, dont la politique fiscale et les institutions politiques, parmi d'autres. Alors, regardons comment voir l'interaction entre l'égalité femmes-hommes et les administrations fiscales. On voit le petit tableau qui le montre très clairement, plus d'égalité de par le biais de l'action des administrations fiscales permet de promouvoir la croissance économique et des réalisations sociales des gouvernements. Les pouvoirs peuvent prendre des actions pour améliorer l'égalité femmes-hommes par le biais de programmes et d'interventions pour réduire les écarts et élaborer des politiques pour permettre aux femmes de contribuer davantage à l'économie. Les administrations fiscales sont un acteur majeur, bien sûr, et elles jouent un rôle essentiel, le recouvrement des recettes qui sont utilisées pour financer des programmes publics, mais également pour mettre en œuvre des politiques fiscales, des incitations et des mesures pour faciliter des échanges qui permettent aux femmes de participer davantage à l'économie. Mais l'efficacité de ces actions sont fonction de son efficacité en interne et également l'interaction avec des contribuables et des agents actifs dans le domaine des échanges. Je l'ai déjà dit, nous avons identifié deux facettes de l'intervention des administrations fiscales pour apporter une contribution à une
plus grande égalité femmes-hommes. Tout d'abord, il faut mettre en place des réglementations fiscales qui sont adaptées à l'égalité femmes-hommes et les gérer de manière efficace et également apporter un prisme genré dans l'administration de la réglementation fiscale. Et ceci est très important. Et d'ailleurs, on peut faire remonter son expérience à l'ensemble des pouvoirs publics pour mieux comprendre l'impact de l'élaboration de la réglementation et de lois fiscales sur les femmes dans l'économie et en tant que travailleuses. Donc voilà la première facette qui permet aux administrations fiscales de promouvoir l'égalité des femmes et de bien gérer la réglementation fiscale genrée, enfin favorable aux femmes sans discrimination et apporter un prisme genré dans l'administration. Et la deuxième facette, c'est d'avoir une main-d'œuvre avec un bon équilibre entre les femmes et les hommes, une main-d'œuvre inclusive. Mais tout ceci suppose de comprendre quels sont les freins qui empêchent les femmes de participer à l'économie, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation, problème d'accéder au secteur financier. Dans bon nombre de pays, on constate que parfois les femmes ont difficilement accès aux moyens de transport et l'accès au système fiscal, à savoir comprendre la réglementation, la législation et savoir quelles sont leurs obligations et comment interagir avec les administrations fiscales et douanières. Je l'ai dit tout à l'heure, ce rapport avec les administrations fiscales suppose que les administrations fiscales apportent un prisme genré dans la façon de mettre en œuvre la réglementation. Il faut essayer d'éliminer un biais ou les biais qui existent. Par exemple, parfois les femmes au travail ont des difficultés à entrer en contact avec les administrations fiscales pour obtenir des informations ou pour obtenir de l'aide. Il faut également des programmes de déclaration qui prennent en compte des femmes dans tel ou tel secteur. Par exemple, des petits contribuables auto-entrepreneurs dans des secteurs tels que la restauration, l'hôtellerie ou les services. Donc, il faut, dans la mise en œuvre de la réglementation, veiller à prendre en compte les besoins des femmes qui font partie de l'univers des contribuables et des commerçants. Quel est le rôle actuellement des femmes dans les administrations fiscales? Là, nous avons pris des informations d'une enquête internationale, ISORA. Les données remontent à 2021 et également de l'Organisation douanière mondiale. On voit que la plupart des administrations fiscales emploient plus de femmes que d'hommes. C'est vrai de la plupart des pays. On le voit ici avec l'histogramme. On voit que plus de la moitié du personnel employé dans ces administrations sont des femmes. Le contraire est vrai pour les administrations douanières. Souvent, dans le secteur douanier, on met l'accent sur la répression et on y retrouve plus d'hommes. Mais dans les deux cas, les femmes sont sous-représentées au niveau des cadres et de la direction. Le pourcentage des femmes cadres n'est pas à la hauteur attendue par rapport au pourcentage des femmes employées dans ces administrations. Donc, il faut faire bien plus pour promouvoir
l'avancement des femmes. Et d'ailleurs, ceci est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le biais des programmes des administrations fiscales et douanières. Il faut des programmes qui prennent en compte des besoins des femmes. Donc, il faut d'abord être sensible aux biais existants, il faut les identifier et comprendre quel est l'impact sur les femmes de la réglementation existante. Et cela sera plus facile s'il y a plus de femmes cadres. Alors, quels sont les facteurs que nous avons identifiés pour permettre d'avoir un meilleur équilibre femmes-hommes dans les administrations fiscales et douanières? Il s'agit de mesures très concrètes qui peuvent aider les pays et les administrations au fur et à mesure qu'elles se rendent compte de l'ampleur de ce problème. Tout d'abord, il faut bien prévoir de l'égalité hommes-femmes. Il faut fixer des objectifs chiffrés, il faut des indicateurs de performance clés et il faut ensuite suivre l'évolution et noter ces indicateurs. Il faut également des indicateurs très spécifiques et il faut mesurer l'évolution vers la réalisation des objectifs fixés. On voit que même dans les économies émergentes, ces indicateurs manquent. Et il faut des politiques qui sont favorables à l'égalité sur le lieu de travail. C'est important pour tout le monde, des mesures contre la discrimination, contre le harcèlement et des congés pour les parents. Et finalement, et c'est très important, nous l'avons vu pendant la pandémie, il faut des politiques avec des horaires flexibles, la possibilité de faire du télétravail et de partager du travail. À droite, vous avez des histogrammes. On voit des administrations qui ont mis en place ces politiques ou certaines de ces politiques. Vous le voyez, il reste encore beaucoup à faire. Ces politiques qui facilitent l'intégration des femmes sont encore insuffisantes. Alors, quelques réflexions en guise de conclusion. La participation des femmes sur le marché du travail est essentielle, ainsi qu'un emploi satisfaisant pour tous. Cela permet d'arriver à une croissance économique durable et inclusive. Et nous disposons des données qui le prouvent. Les administrations fiscales sont des organisations essentielles dans nos économies et donc y mettre en place des réformes est essentiel. Il faut un prisme qui tienne compte de l'égalité femmes-hommes et il faut vraiment des projets de réforme plus larges pour réduire l'écart entre les femmes et les hommes. Des moyens concrets sont identifiés. Par exemple, et d'ailleurs, ces moyens permettent également de mobiliser davantage de recettes publiques, promouvoir l'égalité des femmes dans l'administration fiscale elle-même, inclure davantage des femmes dans le système fiscal, euh, apporter des éléments de réflexion pour l'élaboration des politiques fiscales en coopération avec le ministère des Finances et veiller à une bonne coopération entre les administrations fiscales et douanières afin de réaliser et d'appliquer une législation fiscale qui prenne en compte les besoins des femmes. Alors voilà donc quelques références. Vous trouverez le rapport en ligne. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Effectivement, tous les liens et les présentations seront disponibles et on les communiquera aux différents participants. Je vois qu'il y a déjà des questions, mais bon, comme on est déjà un tout petit peu en retard, je propose de passer directement à la présentation de l'OCDE. Michel, à vous la parole. Merci et bonjour à toutes et à tous. Thank you. Hello, everyone. I'll also speak in English. Okay, can you see my slides? Est-ce que vous voyez ma présentation? So thank you very much for the invitation to speak today and thank you to Cathy
Merci de m'avoir invité à ce webinaire aujourd'hui. Je vais me concentrer sur le travail que fait l'OCDE sur les politiques fiscales et l'égalité de genre. Comme Catherine l'a dit, il existe des impératifs. Avant tout, le fait qu'il s'agit d'un droit humain, qu'il y a des implications très importantes pour la croissance économique et pour reprendre après le Covid avec les coûts qui augmentent. Il existe des mécanismes. L'égalité de genre a des impacts directs et indirects. Et il peut y avoir des impacts sur la population active, pour les décisions liées au patrimoine ou à la consommation. Et ces biais sont en général tombent dans un de plusieurs groupes. Il y a des biais explicites. Alors, évidemment, il y a des dispositions qui affectent soit des hommes, soit des femmes. Euh, c'est de ce genre de dispositions qu'il s'agit. Aujourd'hui, elles sont bien moins fréquentes qu'auparavant. Par le passé, on a vu des biais explicites lorsque une femme mariée avait des impôts plus élevés qu'un homme marié. Ça, c'était jusqu'en 1970, 1990 dans le cas de l'Afrique du Sud. Il existe encore quelques biais explicites, par exemple avec des femmes qui ne peuvent travailler qu'avec l'accord de leur mari. Il existe aussi des biais implicites. Au Maroc, les hommes obtiennent des réductions d'impôts s'ils montrent qu'ils sont l'apporteur principal de revenus, les femmes doivent le prouver. Ça, c'est encore un exemple explicite. Mais pour les biais implicites, on parle de systèmes qui paraissent neutres, mais en réalité qui, à cause des normes sociales, mettent les femmes à des avantages. On sait que lorsque cela se passe, les femmes travailleront moins, gagneront moins. Et ces choses montrent que ces systèmes qui ont l'air neutres ont des impacts différents sur les femmes et les hommes, même si cela ne se voit pas. Dans le cas des seconds apporteurs de revenus, qui sont généralement les femmes, eh bien, un système de taxes basé sur les revenus familiaux seront impactés négativement par ce genre de système. Alors, il existe plusieurs types d'impacts quand on parle de biais implicites. Alors, je ne vais pas avoir le temps de parler de tout cela, mais je vais me concentrer sur un ou deux. Donc, pour ce qui est de la consommation, les hommes, en apparence, payent plus de taxes sur la consommation, mais en réalité, les femmes vont généralement payer pour de la nourriture, des fournitures, pour la santé, où il y a peu de taxes, alors que les hommes vont payer pour l'essence, etc. Mais cela ne nous dit pas grand-chose sur l'impact des taxes sur la consommation, puisqu'on ne sait pas exactement qui achète et qui utilise ces biens. Et il existe des impacts que l'on ne peut pas mesurer. Et donc, il est très difficile de mesurer de manière neutre ce genre de choses. D'autre part, on sait que les actionnaires sont en majorité des hommes qui reçoivent des dividendes et donc ils sont plus représentés dans les sociétés que les femmes.
et par conséquent, les avantages fiscaux et les incitations fiscales liées aux sociétés se réfèrent plus aux hommes qu'aux femmes. L'autre exemple, c'est le temps partiel. Et nous avons publié un document l'année dernière où l'on montrait le temps partiel après avoir regardé les seconds importeurs de revenus. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, 3 femmes sur 10 travaillent à temps partiel par rapport à un homme sur 10. Quand ces femmes travaillent à temps partiel, elles ont des salaires moins élevés à taux horaire et ne bénéficient pas des systèmes fiscaux. Ces systèmes fiscaux ont un impact négatif pour plusieurs raisons. Premièrement, le système fiscal est progressif, ce qui réduit l'écart de salaire entre hommes et femmes de 24%. Tout simplement parce que dans la plupart des pays, les revenus les plus élevés sont taxés de manière plus lourde. Et ensuite, quand on regarde les femmes qui travaillent à temps plein par rapport aux hommes qui travaillent à temps plein, on remarque la même chose. Ces systèmes freinent le passage du temps partiel au temps plein. Et si on regarde le slide suivant, vous voyez ces barres bleues qui montrent le revenu taxé quand on passe du temps partiel au temps plein. Et vous voyez que 40% du revenu est taxé. En Belgique, c'est presque 40%. Et donc, on taxe beaucoup plus le temps plein que le temps partiel. Pour, en tout cas, les seconds apporteurs de revenus. En blanc, les losanges blancs, vous avez les célibataires qui passent du temps partiel au temps plein. La réduction des incitations explique ces écarts. C'est le cas également pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Si vous ajoutiez les enfants, les écarts seraient encore plus grands puisqu'il faudrait ajouter la crèche et les autres coûts liés aux enfants. L'année dernière, nous avons également publié un document qui montre un aperçu des approches en matière de politique fiscale et d'égalité de genre. On a regardé au-delà des pays de l'OCDE, nous en avions 43 en tout, et tous nous ont répondu sur les 6 points que vous voyez à l'écran, y compris les biais explicites implicites, quelles étaient leurs priorités, comment le genre est pris en compte dans la mise en place de politiques et leurs priorités pour la suite. Et donc, qu'a-t-on découvert? Première chose, 3/4 des pays qui ont répondu ont dit que le genre était plus ou moins important dans la mise en œuvre de politiques, même si quelques-uns ont dit que c'était négligeable. Peu de pays avaient des biais explicites et ceux qui en avaient disaient que ces biais explicites avaient pour but de diminuer l'écart entre hommes et femmes, comme par exemple des déductions spécifiques pour les femmes en Espagne, en Argentine, par exemple, des crédits d'impôt en Israël et à Singapour pour les femmes mariées ou les femmes avec enfants. Nous avons également posé des questions sur les biais implicites. C'était beaucoup plus commun. La moitié des pays ont dit qu'il y avait un risque de biais implicite pour différentes raisons, dont certaines que nous avons déjà avancées, sur la nature du revenu, des différences de consommation, des différences d'attente sociale pour les femmes. Autre découverte étonnante, lorsque les pays regardent les problèmes de genre de manière routinière, peu des pays ont des recommandations claires et disponibles. Nous nous sommes également rendus compte que les pays ont des
données sur les femmes, la participation d'entreprises, mais elles n'ont pas accès à des bénéfices en termes de consommation ou de patrimoine mobilier et immobilier. Enfin, comment faire pour répondre aux biais de genre dans les politiques fiscales? Nous avons divisé les biais selon qu'ils étaient explicites ou implicites, mais aussi selon qu'ils amélioraient ou accroissaient les inégalités. Donc, on a des biais explicites qui accroissent les inégalités. Dans l'idéal, il faut les enlever, les éradiquer. Lorsqu'il y a des biais implicites qui empirent les inégalités, comme par exemple la taxation des seconds apporteurs de revenus, nous recommandons de reconsidérer ces biais pour voir si le système peut être restructuré de manière à réduire cet écart, pour passer par exemple d'un système de taxation par foyer à un système de taxation individuel. Ensuite, pour les réductions d'écart, on a les biais explicites, comme par exemple des indemnisations spécifiques aux femmes. Là, on propose que les pays évaluent de manière très spécifique s'il s'agit du meilleur moyen de réduire l'écart. Est-ce que cela fait en termes de salaire, en termes d'égalité, par exemple pour les parents célibataires, et voir s'il n'existe pas d'autres opportunités. Et enfin, les biais implicites qui réduisent les inégalités de genre. Donc, comme par exemple un système de taxation progressive, évidemment, nous encourageons ce genre de biais. Je m'arrêterai ici, mais un petit commentaire. L'OCDE se concentre sur l'administration fiscale également et sur la question de genre dans ce sujet. Nous avons un réseau avec des femmes qui participent à ces panels et demain, nous aurons de nouveaux chiffres sur les proportions dans les pays de l'OCDE et ce document sera publié dès demain sur notre site Internet. Merci pour votre attention. Maintenant, nous allons du coup passer à la présentation de Vanessa. Qu'en est-il du secteur de l'économie informelle sur ces enjeux de fiscalité et de genre? Vanessa? Okay, perfect. Can you see my screen okay? J'espère que tout le monde peut voir l'écran. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Okay, perfect. Thank you so much. Parfait. Et merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci aux deux intervenantes qui m'ont précédé et je vais vous parler des recherches menées par l'ICTD qui portent sur le genre et la fiscalité et je vais mettre l'accent sur des questions qui concernent des situations de faible revenu. Quel est l'impact, par exemple, d'une économie informelle importante? Alors, très souvent, et jusqu'ici, on met l'accent sur des pays à haut revenu. Et ensuite, on en tire des enseignements et on les applique à des pays plus pauvres. Mais cela pose problème parce qu'on laisse de côté le rapport des contribuables avec des systèmes fiscaux dans des situations où les revenus sont plus faibles. On trouve des biais structurels dans les systèmes fiscaux formels. Michel en a parlé, mais l'impact de ces systèmes formels est limité dans des pays à faible revenu où il y a très peu de contribuables qui versent des revenus sur des impôts sur le revenu, notamment au gouvernement central. En fait, la plupart de la population ne verse que très peu d'impôts au niveau national. Même au niveau infranational, très peu d'impôts versés aux gouvernements locaux. Mais on a quand même tendance à mettre l'accent sur l'identification des biais dans les politiques fiscales au niveau national
et par exemple les déclarations et des exonérations à ce niveau-là. Mais ceci passe à côté de ce qui se passe vraiment dans les pays à faible revenu, où la fiscalité directe est souvent très limitée, mais des petits contribuables, et notamment les femmes, sont touchés, concernés par toute une série d'autres paiements. Deux types de paiements. Lorsqu'on parle de l'impact des stratégies sur les économies informelles, on peut identifier des taxes de base retenues à la source, par exemple, qui sont imposées sur le secteur informel, des taxes sur le marché, par exemple. Ensuite, les frais d'accès aux services et aux biens, y compris des taxes informelles qui sont utilisées pour financer des biens publics locaux. Parfois, ces paiements représentent une somme beaucoup plus importante pour les contribuables que la fiscalité directe et ont un impact majeur sur les femmes. J'ai fait des recherches sur le secteur formel et sur les taxes de base forfaitaires au Ghana et on constate que ce type de fiscalité est très dégressive et pèse surtout sur des groupes à faible revenu, notamment les femmes. Parce que ces redevances, ces frais sont souvent prélevés à un taux forfaitaire, mais parfois il s'agit de taxes de base qui sont progressives sur le papier, mais très peu progressifs en fait, et ceci ne compense pas la faiblesse des revenus de ceux qui subissent ces prélèvements. De plus, on constate que les taxes et les frais sont discriminatoires et parfois on vise surtout des groupes de la population qui sont faciles à identifier. Par exemple, des marchands sur les marchés qui souvent sont des femmes. On peut les identifier, c'est facile de les cibler et de recouvrer des prélèvements des taxes. Mais ailleurs, dans l'économie informelle, il y a des groupes qui ont des revenus beaucoup plus élevés ou qui exercent une fraude fiscale. Ce sont des sociétés immatriculées, mais c'est difficile de les identifier et on les laisse de côté. Alors souvent, on ne tient pas compte, comme je l'ai dit, des frais d'utilisation des services, des taxes informelles, des taxes de base forfaitaires. Et pourtant, tout ceci a un impact majeur sur les contribuables et un impact différencié selon qu'on est femme ou homme. Ce type de frais, ce type de taxes sont fréquents lorsque il n'y a pas beaucoup d'autres sources de recettes fiscales pour financer les services publics. Et souvent, on demande aux usagers de payer pour avoir accès à l'eau, l'éducation et les soins de santé. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Nous avons mené des recherches et nous avons constaté que des taxes pour être sur un marché et des prélèvements associés entraînent des inégalités de genre parce que très souvent, ce sont les femmes qui sont des commerçantes sur les marchés ou des hommes d'ailleurs et sont très durement imposés. Notre étude de cas de petits commerçants sur des marchés de puces au Zimbabwe ont constaté qu'il y a bien des billets de ce type. 75% des commerçants sur ces marchés où des taxes sont élevées sont des femmes. Et d'ailleurs, sur ces mêmes marchés, les femmes gagnent moins que les hommes. Quel que soit leur revenu, les commerçants doivent verser des taxes quotidiennes qui représentent sur un mois 25 $, ce qui est quand même élevé par rapport à leurs gains, à leurs recettes, moins de 500 $ par mois. Les montants semblent faibles, il s'agit d'1,25 $ par jour, mais le taux effectif est plus élevé que sur les taux d'imposition sur les revenus dans le secteur formel.
Nous avons également mené une étude en Tanzanie et nous avons vu que des frais relativement faibles peuvent avoir un impact important. Ici, nous n'avons pas vu de billets de gens concernant la taxe sur les commerçants sur les marchés, mais nous avons constaté que utiliser les sanitaires sur ces marchés coûtait très cher et coûtait 2 fois plus pour les femmes que pour les hommes. Je pense qu'on le comprend bien. Pour les hommes, il est plus facile de se soulager au bord de la route, etc. Et parfois, les femmes versent jusqu'à 20% de leur gain quotidien pour avoir accès aux sanitaires. J'ai fait des recherches en Sierra Leone et là, j'ai constaté qu'il y a des impacts majeurs sur les femmes, des taxes formelles et informelles et des frais d'utilisation. La fiscalité formelle est très faible en Sierra Leone, à peu près $1 par tête d'habitant, mais on trouve beaucoup de taxes informelles et des frais d'utilisation des services. Les ménages avec une femme à la tête versent moins de taxes formelles, ce qui est normal puisque elles gagnent moins que des hommes, mais versent plus sous forme de redevances et de frais d'utilisation des services, même si on ne trouve pas de billets explicites dans les services fiscaux. Et il en va de même des frais d'utilisation de manière générale. Ce sont en général des frais forfaitaires et donc dégressifs, et ceci discrimine les femmes et entrave leur accès aux services pour les femmes et les jeunes filles, par exemple. Je pense à l'accès à l'eau et à l'éducation, la santé, par exemple. Si on se contente de regarder la fiscalité formelle, on ne trouve pas vraiment de différence entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, les femmes versent moins de taxes formelles puisque souvent elles ne sont pas enregistrées en tant que contribuables au niveau national. Mais si on creuse plus et on essaie de comprendre ce que les gens versent vraiment et la réalité du taux de prélèvement, on comprend que les inégalités femmes-hommes sont importantes. Donc, pour conclure, quelques implications de ces études. Tout d'abord, dans beaucoup de pays, il y a un secteur informel important dans l'économie et les finances publiques souvent sont financées par des systèmes de prélèvement informels. Et il faut en tenir compte pour comprendre comment est imposé le secteur informel, quel est l'impact des taxes, des frais d'utilisation, des taxes informelles au niveau infranational. Et les inégalités de genre sont vraiment ancrées dans des structures, des institutions formelles et informelles, et en tenir compte. Deuxièmement, lorsque le secteur informel est important, l'impact majeur pour réduire les inégalités de genre est lié à l'imposition de l'économie informelle. On a beaucoup proposé d'imposer davantage l'économie informelle, d'immatriculer, de noter et toutes les entreprises informelles. Il faut peut-être revoir cette approche puisque tout ceci a un impact sur les femmes et la recherche montre que ce choix ne permet pas d'avoir plus de recettes fiscales et peut avoir un impact négatif en termes d'égalité femmes-hommes. Mais il faut peut-être réfléchir au régime d'imposition avec des taxes de base forfaitaires pour cibler davantage ceux qui sont dans l'économie informelle mais qui gagnent beaucoup d'argent. Et finalement, il faudrait peut-être rationaliser des taxes, petites taxes informelles et des frais d'utilisation, en réduire la charge qui pèse sur des pauvres afin de réduire les inégalités dont j'ai parlé aujourd'hui. Il faut bien sûr une fiscalité plus progressive de manière générale qui permet de réduire les inégalités pour les femmes qui sont plus pauvres en général que les hommes. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci, Vanessa, pour cette présentation très, très intéressante. Euh, du coup, on va enchaîner tout de suite avec la présentation de Sophie Lambert d'ONU Femmes sur un cas concret, le Maroc et l'analyse du système fiscal marocain. Sophie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'essaie juste de
ici. OK. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sophie Lambert, coordonnatrice programme budgétisation sensible aux genre à l'UNIFEM Maroc, et nous avons mené, donc, en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances, une analyse genre du système fiscal et douanier ici au Maroc. Je vais vous présenter brièvement donc le contexte de cette analyse genre, son objectif, la méthodologie que nous avons utilisée et les constats principaux ainsi que les recommandations qui ont découlé de cette analyse. Donc, en termes de contexte, il faut savoir que le Maroc est un pays qui est pionnier dans la budgétisation sensible au genre. La mise en œuvre de la BSG débute dès les années 2000 avec ensuite l'introduction des dispositions de budgétisation sensible au genre au sein d'une loi organique relative à la loi de finances en 2015. Cette loi organique, elle introduit une réforme du système de gestion des finances publiques beaucoup plus large qui lie la dépense publique à des résultats de politique publique concrets et aussi à des résultats donc sensibles au genre. Cette loi, elle invite les départements ministériels à formuler des objectifs et des indicateurs de performance au sein de leur programme budgétaire. Et pour ce faire, l'analyse genre devient pour les secteurs une étape qui est fondamentale pour toute planification ou programmation budgétaire qui se veut sensible au genre. Donc, le Maroc, en fait, a énormément d'expérience dans la BSG, mais regarde plutôt le côté de la dépense publique et n'a pas encore, jusqu'à cette étude que nous venons de lancer, regardé la partie des revenus et donc de la partie fiscale. Et en 2022, donc le ministère de l'Économie et des Finances a décidé de se lancer dans une analyse genre de son propre secteur avec un focus spécifique sur le secteur fiscal et douanier. Les parties prenantes de cette étude sont le Centre d'excellence pour la budgétisation sensible au genre au sein du ministère de l'Économie et des Finances, la Direction des affaires administratives et générales, l'administration des douanes et des impôts indirects et bien sûr aussi la Direction générale des impôts. Avec cette étude, on a voulu identifier les principaux enjeux de genre qui impactent le secteur fiscal et douanier dans ses composantes législatives et administratives, et donc déterminer dans quelle mesure la dimension genre est prise en compte par le ministère lui-même dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces politiques. On a pu élaborer un rapport de diagnostic et on a aussi accompagné l'administration des douanes et des impôts indirects ainsi que la DGI dans l'élaboration de plans d'action, et on a fourni de l'accompagnement technique et des sensibilisations aux équipes du ministère. La méthodologie d'analyse, c'est focalisée sur 3 niveaux. C'est une méthodologie que nous adoptons à l'ONU Femmes quand on réalise quelconque analyse genre d'un secteur déterminé. On se focalise sur le niveau macro, où dans ce cas, nous avons regardé la législation et la politique fiscale. À niveau méso, où on fait plutôt une analyse institutionnelle, donc un audit genre du fonctionnement de l'administration elle-même, dans ses ressources humaines, la conciliation vie privée plus professionnelle, l'accès des femmes aux postes de responsabilité au sein de l'administration. Et enfin, à niveau micro, on a regardé véritablement les groupes cibles et l'interaction de l'administration des impôts et douanières avec les usagers et les usagères. Dans cette présentation, je vais plutôt me focaliser sur le niveau macro et micro, tout en faisant bien sûr référence aux biais explicites et les biais implicites que nous avons pu identifier. On a adopté une démarche qualitative en conduisant donc une série d'entretiens dans 6 régions qui nous a permis de réaliser une cartographie multi-acteurs du Maroc dans ce secteur. On a consulté bien sûr les 3 départements, les 3 directions du ministère de l'Économie et des Finances, mais aussi on a consulté le secteur privé, le patronat et la société civile dans les 6 régions qui sont listées ici. Donc, quelques constats à niveau macro, donc dans l'analyse de la législation et de la politique fiscale au Maroc. L'étude a révélé vraiment une certaine résistance à l'intégration du genre au niveau des normes juridiques fiscales. Et plus généralement, ça a été un défi tout au long de la réalisation de cette étude.
ça a été ce fort attachement au principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt, indépendamment de leur sexe, et la perception de l'impératif de la neutralité des rapports avec les contribuables. Et donc, bon, en général, l'examen de la législation fiscale au Maroc a révélé qu'il n'y a pas vraiment de biais négatif explicite envers les femmes, mais il y a une exception qui est cette disposition relative à l'impôt sur le revenu, qui porte donc plus spécifiquement sur cet article 74 du Code général des impôts portant réduction pour charge de famille du contribuable. Et cet article attribue à l'homme le rôle de chef de ménage, ayant donc pour mission de prendre en charge son épouse au même titre des enfants, et le fait bénéficier donc de la réduction fiscale. Et cette considération, elle révèle un stéréotype genre, parce que même si une femme contribuable peut bénéficier des réductions pour charge famille au même titre qu'un homme, il apparaît qu'en fait, elle doit prouver, contrairement à l'homme, sa responsabilité de charge de famille. Donc, nous, on a proposé une formulation plus neutre qui remplace le terme son épouse avec son conjoint, qui d'ailleurs a été accepté par la Direction générale des impôts, et qui alignerait le Code général des impôts au Code de la famille marocain, qui a instauré le principe de la co-responsabilité des conjoints. On a également regardé les biais implicites dans la législation fiscale au Maroc. Les biais implicites, pour rappel, qui donc apparaissent lorsque les dispositions fiscales traitent les hommes et les femmes de manière d'égalité, mais qu'elles ont un impact inéquitable en raison, par exemple, des revenus différenciés, la nature et la structure de la propriété des hommes et des femmes qui est différente, et les habitudes aussi de consommation qui sont différentes. Et l'analyse nous a pu révéler aussi de bonnes pratiques, par exemple sur l'impôt sur le revenu au Maroc. L'IR est progressif et est aussi basé sur base individuelle, ce qui est une bonne pratique en faveur des femmes qui ont généralement un revenu plus faible et qui sont aussi très souvent des secondes apporteurs de revenus. Par contre, il y a des abattements sur le revenu imposable pour certaines fonctions, certains emplois spécifiques. Par exemple, un abattement augmenté de 45% pour les voyageurs de commerce ou pour les marins de la marine marchande. Et donc, ces taux majorés concernent principalement des professions qui sont masculines. Et donc, ça constituait un biais implicite en faveur des hommes. En termes d'impôt sur les sociétés, la bonne pratique au Maroc consiste, par exemple, dans des régimes dédiés aux petits acteurs économiques ou des régimes pour les auto-entrepreneurs. Nombreuses femmes marocaines exercent des activités économiques à domicile, à petite échelle, et donc ces régimes sont favorables. Par contre, si on regarde l'IS pour l'entrepreneuriat à plus grande échelle, on voit que le taux marginal proposé de 31% peut constituer un biais défavorable aux femmes qui se constituent beaucoup moins souvent en sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Et aussi, en regardant les impôts indirects, la TVA, effectivement, il y a peut-être certains taux réduits qui peuvent être favorables aux femmes qui évoluent donc dans les secteurs économiques de l'agriculture et dans la pêche, mais généralement, les femmes dépensent donc plus pour les biens et les services de première nécessité, et donc la TVA implique un préjugé implicite à l'encontre des femmes, d'autant plus que le taux n'est pas réduit sur certains produits, notamment les produits d'hygiène féminine, qui sont quand même des biens de première nécessité. On a regardé aussi pour le Maroc les biens implicites au niveau du capital. Bon, malgré l'absence de certaines données précises, il semble quand même que le capital, qu'il soit mobilier ou immobilier, est principalement détenu par les hommes. Et cette situation perdure avec des dispositions d'héritage au Maroc qui sont défavorables aux femmes. Rapidement, on voit que les taux favorables sont appliqués sur les revenus du capital, les impôts sur les plus-values et les impôts ou l'absence de taxation sur le patrimoine et la fortune sont tous des biais implicites plutôt favorables aux hommes et défavorables aux femmes.
On a regardé aussi la fiscalité douanière. Donc, le Maroc, membre de l'OMD, a signé plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux qui prévoient des droits de douane qui sont inférieurs aux droits communs. En termes de billets explicites, il n'y a pas de billets explicites en défaveur des femmes dans le Code général des douanes au Maroc. L'analyse des billets implicites a été plus difficile. En termes de droits de douane, on peut peut-être conclure que les exonérations sur certains biens exportés, par exemple les produits agricoles, pourraient avoir un biais implicite en faveur des femmes qui travaillent en nombre dans le secteur agricole, même si je me pose des questions, car le positionnement des femmes dans le secteur agricole est souvent en bas de chaîne agroalimentaire, aussi beaucoup dans l'informel, donc je ne suis pas sûre et certaine que les exonérations ou les retombées positives de ces exonérations puissent bénéficier aux femmes. Donc, en général, je dirais qu'un audit plus approfondi est nécessaire pour évaluer l'impact des tarifs douaniers et des obstacles éventuellement non tarifaires sur les femmes qui sont actives dans le commerce extérieur au Maroc et les femmes qui sont consommatrices. Par contre, l'administration de la douane, elle a adopté une stratégie genre interne qui vise le renforcement de la présence des femmes dans les métiers de la douane et qui a aussi on a pu relever effectivement une augmentation de la représentativité des femmes dans les métiers de la douane. Je vais rapidement passer parce que je vois le temps passer sur le niveau micro. Donc, on a analysé pour la Direction générale des impôts et pour la douane l'interaction avec les usagers et les usagères, les coopératives de femmes et le secteur informel. Il n'y a pas de traitement différencié de l'administration de l'impôt aux femmes et aux hommes. Il y a eu aussi un effort de digitalisation de l'administration de la douane qui a la numérisation a aussi augmenté l'efficacité, a réduit l'interaction physique entre fonctionnaires d'impôt et les contribuables, ce qui élimine le risque de corruption, de fraude et aussi de harcèlement. Néanmoins, peut-être à relever, c'est que il n'y a pas de données désagrégées par sexe qui est collectée par la douane, ce qui rend difficile en fait d'évaluer vraiment si les procédures fiscales ont un effet différencié en termes de genre. Et la même chose aussi avec les coopératives, il y a des incitations fiscales en leur faveur, mais elles ne font pas de distinction entre les coopératives menées par des hommes et celles par des femmes. Et on sait que les coopératives de femmes ont souvent des difficultés à remplir leurs obligations fiscales par manque d'information, de formation, et ont aussi des contraintes à passer par des intermédiaires. Pour la douane également, nous avons regardé les groupes cibles, donc les clientes de l'ADI, les coopératives de femmes et le secteur informel. Donc, à l'exception des fouilles corporelles des femmes voyageurs par des fonctionnaires femmes, il n'y a pas de traitement différencié par l'administration de la douane. La digitalisation reste un défi. On sait aussi que les clientes de l'ADI font face à certaines contraintes liées au transport, le déplacement pas toutes les femmes sont motorisées pour se rendre auprès des zones franches ou pour arriver jusqu'à l'aéroport. Et il n'y a aussi pas une communication qui est spécifique, spécifiquement dédiée aux femmes. Et la même chose aussi pour les coopératives. Au niveau du secteur informel, on sait qu'il y a de nombreuses femmes qui développent des petits commerces de façon informelle et qui reçoivent des marchandises par le frais, comme cosmétiques, le complément alimentaire. Mais voilà, donc les données manquent encore là pour pouvoir faire des conclusions probantes. En termes de recommandations de l'étude, le volet législatif pour le secteur fiscal, on a proposé une répartition plus équilibrée entre les impôts directs et indirects avec une part plus importante de progressivité dans le système fiscal. La modification de l'article 74 du Code général des impôts en introduisant donc la notion de conjoint. La possibilité d'étudier, d'accorder des abattements de manière plus équilibrée aux différentes professions.
Il existe de très nombreuses exonérations de biens et services soumis au taux réduit de la TVA. On a recommandé de diminuer ces dépenses fiscales, mais en prenant en compte la dimension genre, et par exemple de considérer le taux réduit de TVA pour les protections hygiéniques féminines et d'étudier la possibilité d'augmenter l'imposition du capital, qui est voilà aussi un manque à gagner pour l'État qui pourrait, grâce à ces impositions financières, des politiques publiques pour l'égalité, promotion de l'égalité de genre. Ensuite, sur le volet douanier, on a recommandé d'intégrer la question de genre au sein des commissions qui fixent les taux tarifaires. Donc, on sort peut-être un peu du périmètre d'action de la douane elle-même pour sortir sur le domaine du commerce et en s'alignant avec les recommandations de l'OMC, de procéder à une analyse genre tout au long des négociations et aussi de voir dans quelle mesure le commerce peut être aussi un moteur pour promouvoir l'égalité de genre et la promotion de l'emploi des femmes dans certains secteurs. Et ensuite, bien sûr, cette analyse plus approfondie sur l'impact des tarifs douaniers et des obstacles non tarifaires sur les femmes qui sont actives dans le commerce extérieur. Et pour terminer, en termes de volet stratégique pour le secteur fiscal et douanier au Maroc, l'adoption et l'intégration d'une approche genre de manière transversale et surtout d'initier et systématiser la production, l'utilisation et la publication des statistiques ventilées par sexe, parce qu'il n'y a pas un système d'information qui permet de remonter l'information des agrégés par sexe et en termes de relations usagers-clients, d'adapter la communication et faciliter les opérations pour les femmes, surtout en milieu rural. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour cette présentation. On reviendra aussi dans les questions. Il y a eu pas mal de réflexions. On en a quelques-unes aussi. On va passer à la dernière intervenante, Eugénie, pour voir un peu quelles actions concrètes peuvent être mises en place au niveau de l'assistance technique en réduction de ces biais de genre par rapport au pays dans lequel on intervient. Eugénie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, François. Et ravie de pouvoir vous présenter l'expérience d'Expertise France sur ce sujet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer d'être très rapide, comme ça on aura plus de temps pour les questions. Et je vais quand même, avant de présenter comment Expertise France intègre les enjeux de genre dans ses projets d'assistance technique et de coopération technique dans le domaine de la fiscalité, il faut expliquer pourquoi on s'est lancé dans ce processus. Premièrement, je pense qu'il faut rappeler ce qu'est Expertise France. Expertise France, c'est l'agence publique française de mise en œuvre et de conception des projets internationaux de coopération technique. Et depuis quelques années déjà, la diplomatie française est dite féministe, c'est-à-dire qu'elle souhaite et qu'elle essaye d'intégrer dans tous les aspects de la diplomatie les enjeux de genre. Et Expertise France, en tant qu'agence publique tournée vers l'international, se doit donc d'intégrer ces enjeux de genre dans ses projets et notamment dans les projets en lien avec la fiscalité. Ensuite, second point sur la question du pourquoi, c'est qu'Expertise France fait partie du groupe AFD, donc pour Agence française de développement. Et l'AFD a des objectifs chiffrés en termes de projets CAD 1 et CAD 2. CAD 1 et CAD 2, ce sont des indicateurs OCDE qui mesurent la prise en compte des enjeux de genre dans les projets. Et Expertise France, en tant que membre du groupe, se doit également de respecter des objectifs chiffrés en termes de projets CAD 1 et CAD 2. Ensuite, non, pas au niveau du groupe, mais davantage au niveau de l'agence, Expertise France a développé sa propre stratégie genre qui s'est ensuite déclinée sur différentes thématiques qui sont nos thématiques d'intervention, dont la fiscalité. Et le dernier point sur cette question du pourquoi, c'est que Expertise France ambitionne de soutenir et d'appuyer nos administrations partenaires dans la conception de politiques fiscales de qualité. Et les différentes panélistes l'ont souligné à plusieurs reprises aujourd'hui. Intégrer les enjeux de genre dans nos analyses des systèmes fiscaux, ça permet justement à ces politiques fiscales d'être plus équitables, mais aussi souvent plus efficaces.
Donc, en partant de tous ces constats, on a réfléchi collectivement pour aboutir à une stratégie genre au niveau de notre pôle qui traite des projets sur la fiscalité. Et cet exercice de construction d'une stratégie, il avait 2 enjeux principaux. Le premier enjeu était de revoir nos pratiques dans les projets. Et le deuxième enjeu, c'était de discuter et d'échanger sur le sujet, le double sujet qui est fiscalité et genre. Donc le premier enjeu, on s'est posé les questions sur nos pratiques, dans les activités qu'on a déjà mis en œuvre dans nos projets, pourquoi et quand est-ce qu'on a omis ou on a oublié d'intégrer la dimension genre? Comment on peut s'améliorer si on réplique ce genre d'activité sur d'autres projets? Et puis l'autre question qui est de savoir comment concevoir des activités qui sont spécifiques à intégrer des enjeux de genre dans les systèmes fiscaux lorsqu'on nous le demande, quand nos partenaires nous le demandent. Donc, on s'est vraiment posé des questions sur les activités et les contenus des activités et comment elles étaient délivrées, parce qu'en fait, les activités, c'est le cœur de nos projets de coopération technique. Ensuite, le deuxième objectif de cette stratégie au niveau de notre pôle, c'était aussi d'échanger entre collègues sur les enjeux de genre de la politique fiscale, dans les politiques fiscales et dans l'administration fiscale également, et toutes leurs conséquences pour pouvoir en discuter avec nos partenaires. Nos partenaires, j'entends les administrations qu'on appuie, mais également nos partenaires techniques et financiers qui peuvent être des bailleurs de fonds, des ONG, des organisations internationales ou d'autres agences de coopération technique. Donc maintenant que vous avez bien en tête le cadre dans lequel on a réfléchi, je vais vous donner quelques exemples concrets d'activités. Tout d'abord, un focus sur les politiques fiscales. Un exemple, ça peut être d'organiser un atelier de sensibilisation sur les biais de genre dans les systèmes fiscaux, que ce soit des biais de genre explicites ou implicites, comme l'a expliqué Michel, et leurs impacts. Ce genre d'atelier, il peut avoir plusieurs publics. Ça peut être un ministère des Finances, ça peut être un institut de formation au métier des finances publiques, ou ça peut être les contribuables d'une manière générale si on veut une sensibilisation plus large. Un autre exemple en ce qui concerne les politiques fiscales, ça peut être de faire un diagnostic ou une étude sur les biais de genre dans un code général des impôts, dans un CGI spécifique à un pays. Donc, pour identifier ces biais de genre, en discuter avec l'administration appuyée et travailler sur des réformes pour diminuer, voire éliminer les biais de genre qui renforcent les inégalités de genre. Donc voilà, un dernier exemple en termes de politique fiscale, mais cette fois plus à un niveau local. Ça peut être de mener des études pour les collectivités locales, cette fois, sur les biais de genre dans les redevances locales. Ces redevances locales, Vanessa en a déjà parlé, ça peut être les taxes sur les marchés, par exemple, mais ça peut être également les taxes sur l'occupation de l'espace public, etc. On sait qu'il y a beaucoup de biais de genre dans ce genre de redevances et c'est important de mettre la lumière sur ces biais parce que les collectivités locales n'en sont pas forcément au courant. Et en fait, les identifier, c'est la première étape avant de pouvoir réformer vers un système de redevance plus équitable. Ensuite, au niveau de l'administration fiscale, pour nos activités, il faut distinguer 2 choses. Il faut considérer d'une part l'administration fiscale en tant qu'organisation, en tant qu'entité propre, et les services que l'administration fiscale délivre aux contribuables. Donc, dans le premier cas, en tant qu'organisation, l'administration fiscale, on peut se poser plusieurs questions qui vont amener des diagnostics. Catherine en a déjà parlé sur, par exemple, la répartition genrée des effectifs au sein d'un ministère des Finances. Mais on peut évidemment aller plus loin, la répartition au niveau de la hiérarchie, la répartition en fonction des différents services. Il y a évidemment la question de la mobilité professionnelle et l'accès à la formation tout au long de la carrière pour tous et pour toutes. Est-ce que les chances et les opportunités sont égales pour tout le monde? Et
Et puis la question plus générale en fait de la répartition du pouvoir au sein des administrations fiscales et plus généralement des ministères des Finances. Donc Expertise France a pour vocation d'accompagner nos partenaires dans, dans la réalisation de ce genre d'études et puis pousser jusqu'à des recommandations pour des plans de réforme. Ensuite, dernier point sur les services aux contribuables. En fait, on retrouve énormément d'enjeux de genre dans ces services. Je peux vous citer quelques questions et vous allez directement comprendre. Par exemple, est-ce que les campagnes de communication et d'information pour inciter à plus de civisme fiscal sont adaptées pour tous les genres? J'entends, est-ce que le support de diffusion de ces campagnes est adapté? Est-ce que le message dans ces campagnes de communication est également adapté pour toutes et pour tous? Est-ce que au niveau local, les centres d'aide et d'information pour les contribuables sont aménagés, sont designés pour accueillir des contribuables qui sont accompagnés d'enfants? Est-ce que les contribuables ont le même niveau de littératie fiscale en fonction de leur genre? Et est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour accroître les droits, les connaissances sur les droits et les devoirs des contribuables? Euh, et est-ce que, si c'est le cas, est-ce que ces mesures sont spécifiquement, en tout cas, sont ciblées sur les contribuables qui ont les niveaux de littératie fiscale les plus faibles? Et on sait que souvent, ce sont les femmes. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de questions qui amènent à des études, à des recommandations sur lesquelles Expertise France est amenée à appuyer ses partenaires pour trouver des solutions adaptées à leur contexte. Donc vous avez quelques exemples d'activités que on peut faire. Maintenant, il faut comprendre comment on insère ces activités au sein de nos projets d'assistance technique et de coopération technique. On a deux méthodes actuellement au sein de notre pôle. La première méthode, c'est que on repasse au peigne fin tous les projets qu'on a sur la fiscalité et on regarde sur les activités restantes sur le projet. Donc, ce sont des projets qui ont déjà démarré. Est-ce qu'il y a des enjeux de genre qu'on a oubliés et est-ce qu'on pourrait les mettre en œuvre? Donc, ça amène à des discussions avec nos partenaires qui peuvent être parfois peut-être compliquées parce qu'en fait, on amène sur la table la question du genre qui n'a pas forcément été discutée ou alors très peu discutée en amont du projet. Mais ça permet de construire des projets d'assistance technique et de coopération technique qui sont plus riches et parfois d'identifier des besoins qui n'avaient pas été identifiés lors du développement de projet. Et la deuxième méthode, c'est que maintenant, pour tous les développements de projets, donc les projets qui ne sont pas encore nés, mais qu'on est en train de développer avec nos partenaires, on chausse nos lunettes genre. C'est-à-dire que on regarde sur les activités qui sont prévues et qui sont discutées avec les partenaires, sur quelles activités il y a une pertinence d'intégrer des questions de genre. Et au vu de l'objectif spécifique et des objectifs et de l'objectif général du projet, est-ce que ça fait sens d'intégrer des activités qui sont spécifiquement dédiées aux enjeux de genre dans la fiscalité? Donc voilà, on est on est sur des discussions où les partenaires se sentent libres d'avancer les idées qu'ils ont et nous, ça nous permet en retour d'enrichir nos connaissances en la matière. Voilà, donc pour conclure, j'aimerais juste souligner que le travail d'Expertise France pour intégrer ces enjeux de genre dans nos projets d'assistance technique et de coopération technique, c'est quelque chose d'assez récent. On avance en suivant une technique des petits pas, mais ça ne veut pas dire que nos ambitions suivent cette même méthode, hein. On a de grandes ambitions en la matière et notre équipe souhaite d'ailleurs travailler sur un projet spécifiquement dédié aux inégalités de genre dans les systèmes fiscaux pour contribuer à la recherche dans ce domaine et puis pouvoir mieux accompagner nos partenaires vers plus de justice fiscale. Merci beaucoup de votre attention et puis j'ai hâte de pouvoir écouter vos questions. François, la parole est à toi. Merci beaucoup Eugénie. Je crois que Catherine veut faire juste un petit commentaire suite aux présentations. Après, on ouvrira donc rapidement Catherine et après on ouvrira effectivement les. J'ai repris quelques discussions. Il y a eu des réponses qui ont été faites directement dans le chat, donc on n'y reviendrait pas. Pour ceux que ça intéresse, il y a du coup les réponses qui sont sur l'onglet juste à côté. Voilà. Après, j'aurai quelques questions que je reprendrai sur ce qui a été déjà posé comme question sur le chat. Thank you so Catherine. much.
Thank you so much, François, and I promise to be Merci very beaucoup, François. Je vais être très brève. Cela m'a passionné que d'écouter toutes ces interventions et je me dois de faire quelques commentaires et peut-être quelques éclaircissements sur le travail que nous menons au FMI. Nous avons conçu un calculateur fiscal pour évaluer le biais implicite des systèmes fiscaux dans différents pays. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup plus de biais implicites que prévu, notamment dans les pays en développement. C'est là où nous avons mis l'accent, bien sûr, hein, au FMI. Donc, nous disposons de pas mal de recherches sur des pays à faible revenu. Justement, nous souhaitons éviter d'imposer des recommandations pour les pays avancés à des contextes de revenus faibles. Nous voulons vraiment des recommandations bien ciblées et adaptées au contexte local. Donc, notre travail analytique met vraiment l'accent sur des pays à faible revenu. Et nous allons mener des travaux complémentaires dans le cadre des consultations article 4 et ce que nous appelons également des analyses approfondies qui mettent vraiment l'accent sur des questions de genre et toujours dans les pays émergents et à faible revenu. Concernant le secteur informel, bien sûr, c'est important, mais c'est très difficile d'obtenir des informations. Bien sûr, on peut faire une analyse pays par pays et souvent on dispose d'anecdotes, mais il est difficile d'obtenir des données fiables, surtout pour des analyses comparatives. Bien sûr, c'est un sujet qui nous préoccupe, mais comment l'aborder, comment le mesurer? Sophie nous a parlé du budget également, en plus de la fiscalité, parce que, in fine, il s'agit de trouver des recettes fiscales. Et là aussi, il y a un aspect genre. Donc là aussi, on peut chercher à réduire des écarts de revenus en procédant sous cet angle-là également. Avec un accent particulièrement sur les femmes. Donc, il faut regarder les deux points. Ensuite, Eugénie, c'était vraiment encourageant de vous entendre. Nous travaillons tous sur ce même dossier. Nous essayons de faire avancer ce dossier. Il faut travailler ensemble. Il faut de la coopération. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, François, et merci à tous. Mais merci beaucoup, Catherine. C'est exactement l'objet de ce type de webinaire pour nous et d'avoir lancé cette thématique. C'est justement pour. C'est une thématique assez nouvelle. Il y a pas mal de nouveaux sujets, pas mal d'administrations qui commencent à travailler d'organisations qui travaillent sur ce sujet. Et voilà, l'idée pour nous, c'était aussi de soulever le débat. Je vois qu'il y a pas mal de questions, pas mal d'intérêt de la part des spectateurs. Voilà, donc déjà, je voulais vous remercier, moi, pour la qualité de vos interventions. En termes de questions, alors je ne vais pas les reprendre toutes, il y en a certaines, on a beaucoup répondu, et puis là, ça s'agite un petit peu sur le chat. Une question qui a été posée, qui, je trouve, élargit pas mal le débat. Finalement, c'est cette question du fait de, par rapport au principe de l'égalité devant l'impôt, finalement, les biais de genre qui sont posés et que vous relevez dans vos différentes présentations, en fait, ça pose cette question finalement, de l'équité fiscale versus l'égalité devant l'impôt, voilà, par rapport à la question par Hélène Picard, puisque voilà, est-ce que c'est correct de dire que discriminer entre les sexes remet en cause le principe d'égalité devant l'impôt et ouvre potentiellement une brèche à des distorsions ou des effets pervers? Donc c'est un peu la question transversale qui pourrait se poser. Je ne sais pas qui veut éventuellement intervenir pour répondre sur ce sujet. Peut-être du coup, Catherine. It's a good question, but I think we have. Oui, c'est une bonne question, mais je crois qu'il faut être conscient du fait que les biais sont si flagrants contre les femmes dans les systèmes fiscaux, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, que je crois qu'il nous faut commencer par le début.
nous ne partons pas sur un pied d'égalité quand on parle de fiscalité et, euh, ou d'ailleurs de système douanier. Il en va donc de l'intérêt de la société tout entière et de l'économie de regarder ces inégalités de genre au niveau administratif, au niveau aussi bien local que central. Euh, euh, et il faut aussi vérifier comment les personnels gèrent ces questions de genre. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais ce serait le commentaire que j'aurais à faire. Merci Catherine. Peut-être Michel? Thank you. Very much agree with what Catherine said, and just to Je add, suis tout à fait d'accord avec Catherine. Je voudrais simplement ajouter la chose suivante. Améliorer l'égalité de genre dans le système fiscal n'exige pas nécessairement de créer des biais implicites. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'intérieur d'un système fiscal qui neutralise les choses, mais au moins modifier les règles de façon à ce qu'elles aient un impact négatif sur les femmes. Il ne s'agit pas nécessairement de choses explicites en faveur des femmes, mais de neutraliser les choses. Comme par exemple de ne pas faire de différence entre les seconds apporteurs de revenus. Un autre secteur serait de mieux gérer les parents célibataires qui impactent forcément les femmes plus que les hommes et cela pourrait avoir un impact. Merci beaucoup. Une autre question qui remonte aussi des discussions et des différentes présentations que vous avez faites, c'est vraiment la question du besoin d'avoir une analyse et d'avoir des données qui remontent. Enfin, notamment, je repense à la présentation de Sophie sur le fait qu'il n'y a pas qu'il n'y avait pas de données désagrégées par sexe au niveau des douanes. Et vraiment cet enjeu des outils qui peuvent être mis à disposition des administrations douanières ou des administrations fiscales pour être en mesure de mesurer ces différents biais. Donc, vous avez plus ou moins répondu toutes sur quelques points, mais peut-être j'aimerais revenir un peu là-dessus sur les outils qui peuvent être mis en place. Et par rapport aux autres questions qui ont été posées aussi par rapport aux différentes taxes ou impôts qui peuvent être mis en place, quels sont pour vous les meilleurs systèmes pour à la fois avoir des données et puis les meilleurs éléments de réponse à ces biais. Ah, du coup, Catherine. Thank you so much, François. And it's a really good Merci question. François, très bonne question. Je crois qu'une des choses qui sont ressorties, c'est qu'il y a des données ventilées par sexe, que l'on remarque chez les payeurs d'impôts. Donc, certains pays ont accès à ces données et dans ces cas-là, c'est tout à fait intéressant d'analyser les données des contribuables. Mais lorsqu'on parle de statistiques et de données, sensibiliser les gens sur la nécessité d'avoir ce genre d'éléments est essentiel. La plupart du temps, la population est ouverte et les administrations sont ouvertes à regarder s'il existe ces données ventilées ou sont ouvertes à l'ajouter dans leurs analyses. Donc, cela demande un petit effort de notre part, mais il faut évidemment le faire sur tous les impôts qui existent, pas que certains. Je rejoins tout à fait aussi ce que dit Catherine. Dans le cas du Maroc, tout l'exercice de l'analyse genre du secteur fiscal et douanier a été un exercice aussi de sensibilisation de l'administration publique. C'était pour eux la première fois que on travaillait sur genre et fiscalité et surtout aussi pour la douane, c'était très difficile de les sensibiliser et de les comment dire, de les impliquer dans cet exercice. Le manque de data découle aussi de cet attachement très fort au principe de la neutralité du contribuable et de ne pas vouloir savoir parce que on risque de discriminer. Mais on a pu vraiment sensibiliser tout au long de l'étude sur le fait que avec des petites manipulations au sein du système d'information, on peut récolter la donnée et on peut faire cette analyse et donc
faire une photographie beaucoup plus fine de qui est l'usager, l'usagère, qui est le client et comment on peut améliorer le service. Et je pense que beaucoup de l'administration publique étant dans une phase aussi de digitalisation, et je pense que comment dire, l'opportunité de la digitalisation ouvre aussi beaucoup de portes à modifier ces systèmes d'information et pouvoir vraiment récolter de la donnée, pas juste désagrégée par sexe, mais aussi peut-être collecter encore beaucoup plus d'informations très utiles. Mais voilà, donc oui, tout à fait, et très important la data et bon aussi peut-être aussi souligner voilà que c'est pas évident pour la douane, c'était pas évident pour l'administration publique et la Direction générale des impôts de faire cette réflexion, mais que ça a beaucoup aidé et on a pu vraiment ouvrir aussi leur perspective dans ce sens. C'est peut-être une. Merci beaucoup. Vanessa, vous voulez intervenir? Yeah, just quickly, I'll just jump in on the topic of data, building on Oui, pour revenir sur les données et sur la base des commentaires qui viennent d'être faits, je voulais parler du besoin de données. Je crois effectivement que c'est absolument essentiel. Je suis absolument d'accord. On a déjà des données qui ont déjà été utilisées. Soit elles sont représentatives, soit elles sont insuffisantes. Donc, il en faut plus. Ceci étant, nous avons des collègues à l'OCDE qui travaillent actuellement à regarder les champs des régimes fiscaux et cela sera un outil vraiment très utile, une base pour permettre à d'autres régimes fiscaux de s'appuyer dessus. Et nous réfléchissons par exemple à développer les données comparatives, par exemple sur les secteurs informels, pour avoir plus d'informations, plus de données, de manière à modifier les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en profite, j'ai particulièrement apprécié aussi toutes les analyses que vous avez pu faire sur la difficulté d'appréhender les enjeux du secteur informel, notamment sur ces questions-là, et les méthodes d'inclusion fiscale qu'on peut essayer de mettre en place au niveau du secteur informel posent des questions effectivement en termes d'inégalité. Et c'était vraiment très intéressant. Peut-être également, enfin, le champ de la discussion ne concerne effectivement pas que les pays en développement. Il y a toute la question aussi des pays du Nord, notamment. Voilà, c'est aussi des questions qui se posent à ce niveau-là. Je ne sais pas si l'une de vous veut aussi plus particulièrement insister. On a des questions aussi sur les droits d'assises, etc. Revenir sur effectivement les enjeux que ça pose effectivement par rapport à nos systèmes fiscaux tels qu'ils ont pu être montés dans les pays du Nord et toute le champ de la recherche qui doit être activé sur ces questions-là. Moi, je ne sais pas si éventuellement, Catherine. Merci, Catherine. Hansa, maybe I can just say one word about this from the point of view of the US tax system, where Well, if I can, je vais passer sur le système fiscal américain qui se penche sur le cas des familles à faible revenu, qui, surtout après la pandémie, se compose de femmes célibataires. Et lorsqu'on regarde le système fiscal, je crois que il devient fondamental de se pencher sur ces questions, en particulier au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et donc, comprendre comment le système fiscal impacte actuellement les familles et les femmes célibataires est essentiel. Et donc, actuellement, il y a beaucoup de recherches, non pas nécessairement au sein de l'administration, mais parfois menées par des universités ou des organismes privés. Michel disait à l'instant que le système total peut avoir un impact sur les femmes et par conséquent, les gouvernements ont la responsabilité d'être plus inclusifs dans les événements à venir. Un point qui est commun
que ce soit au nord ou au sud, même si Vanessa l'a bien expliqué, l'impôt sur le revenu est moins important dans beaucoup de pays du sud. On a encore euh, des législations où l'unité fiscale, c'est le ménage et pas l'individu, au nord comme au sud, hein. Et ça, même si on l'a répété plusieurs fois, les enjeux genre et fiscalité, c'est vrai, gagnent beaucoup de visibilité et de lumière ces derniers temps. Il y a des recherches assez anciennes sur l'impact de l'impôt joint sur l'IRPP, donc en anglais Personal Income Tax. Euh, et en fait, c'est des sujets qui sont mis sur la table depuis des années et qu'il faut à un moment donné prendre en main euh, dans tous les pays, que ce soit nord ou sud. Même au niveau français, par exemple, on a quelques études qui sont sorties, notamment celle d'ONU Femmes. euh, et puis, il y a aussi la Fondation des femmes qui a subventionné une étude sur le système français. Donc, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sortent et qui doivent être écoutées par le pouvoir politique. Merci beaucoup. Peut-être juste pour terminer rapidement, je reprends la question qui est posée par Paul Moreno. S'il y avait une action qui pouvait être mise en place par un ministère des Finances, que vous conseilleriez à un ministère des Finances, quelle serait-elle pour réduire ces inégalités femmes-hommes en matière fiscale? Peut-être un petit tour de table du coup. Yes, Michel. Excuse me. So my suggestion to take one Ma suggestion, si on avait une action à mettre en place, d'exiger que l'impact des politiques fiscales soit accompagné de recommandations claires sur comment limiter les biais. Merci. Thank you. Catherine? I really like Michelle's proposal, and I Je would suis tout à fait d'accord avec cette proposition. Si je devais en ajouter une, le ministère des Finances devrait s'assurer que tous les départements, y compris les douanes, sont d'accord pour ces changements parce que ces politiques doivent être mises en œuvre. Et peut-être créer un groupe qui se concentre sur ces questions avec un soutien de la part du ministère permettrait la mise en œuvre pragmatique de ces politiques. Merci beaucoup, Vanessa. Thank you. Merci. Alors, si on en a, si on n'a qu'une seule action, si on a le droit qu'à une seule action, alors je suis d'accord, mais sinon, je dirais plus de données. Et sinon, Catherine a dit qu'il existe déjà des données ventilées par sexe, donc peut-être encourager les administrations à utiliser ces données. Si j'avais droit à une autre action, je dirais plus de coopération entre les différents niveaux de gouvernement pour s'assurer que les différentes lois fiscales sont considérées. Alors, Eugénie? Peut-être que ça répète aussi également beaucoup de points qui ont déjà été cités, mais se lancer en fait dans un diagnostic général, que ce soit au niveau des politiques fiscales, euh, au niveau de l'administration fiscale, des douanes, des services aux contribuables. En fait, il faut tout passer en revue parce que on a reposé longtemps sur nos acquis et ce qu'on pense être acquis, en fait, il y a des questions d'inégalité derrière. Et se lancer dans un diagnostic, ça permet ensuite de nourrir des discussions et de nourrir des stratégies pour mettre en place des réformes qui pourront améliorer le système fiscal, l'administration fiscale et donc les services qu'il délivre. Eugénie, et on va terminer avec Sophie.
Oui, de mon côté, peut-être aussi une petite recommandation, c'est on cible effectivement le ministère de l'économie et des finances, mais ça peut être aussi très intéressant d'associer d'autres acteurs tels que le Parlement comme organe de contrôle. N'oublions pas que la loi de finances, elle est présentée au Parlement et que c'est le rôle du Parlement de questionner le gouvernement sur ses dispositions. Et donc, le fait de non seulement collecter la data, faire de l'analyse, mais aussi de former et sensibiliser les parlementaires à poser les bonnes questions au gouvernement au moment ou même avant le dépôt du projet de loi de finances. Je pense que ça peut être aussi un élément très important. Très bien. Merci beaucoup pour ces pistes. Donc, c'est effectivement des pistes de travail. Et je sais, voilà, vos travaux sont beaucoup plus larges et beaucoup plus riches. Euh, Merci beaucoup, effectivement, donc, pour toutes les présentations qui ont été faites. Comme il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet-là, mais effectivement, les présentations et même cette vidéo sera disponible en replay et publiée sur le site MRIP qui est hébergé par la FERDI. Voilà, donc pour ceux qui ont pris en route ou qui voudraient revoir les interventions, ce sera possible de le revoir. Et je remercie encore une fois toutes les panélistes pour la qualité des interventions qui ont été faites aujourd'hui et tous les participants pour leur attention. On n'a presque pas débordé le temps qui était imparti. Donc, et merci beaucoup à la FERDI pour l'organisation technique et logistique de cet événement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne Au revoir. journée. Bonne journée.